Le 5 novembre, les Montréalais vont choisir un maire ou une mairesse. Puis à cet effet, Valérie Plante, chef de Projet Montréal, assure être l'homme de la situation. On la rencontre pour jaser de la guerre anticycliste, de l'interdiction de boire dans les parcs, de Ligne Rose, puis de Denis Coderre. Bien, on aurait aimé faire la même chose avec lui, mais son équipe a refusé notre invitation. Ça fait que... Après Richard Bergeron, Luc Ferrandez, vous vous situez où dans la lignée des chefs de Projet Montréal? Est-ce que vous êtes une digne héritière de la gauche radicale qu'on leur a souvent reproché? Hey, ça commencerait! Hein? Gauche radicale! Non, pas du tout. Je sais que on essaie souvent, surtout mes opposants essaient de me mettre dans une boîte. Mais non, mon parcours politique, mon parcours militant a toujours fait que j'ai défendu des valeurs progressistes. Ça, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pas nécessairement négatif. Non, moi, gauche radicale, je trouve même pas ça épeurant. Moi non plus, sauf que je trouve que ça met vraiment, justement, c'est une boîte qui est comme vraiment très, très précise. Alors moi, je m'entoure de gens qui ont différentes allégeances politiques, différents courants de pensée, parce que c'est ça que j'aime. Honnêtement, je ne veux pas être entourée de gens qui pensent toutes comme moi. J'ai envie qu'on me challenge, j'ai envie qu'on m'amène à être meilleure. Puis au fond, c'est ça, être mairesse de Montréal. Là. Puis est-ce que c'est le cas présentement chez Projet Montréal? Parce que j'ai l'impression que sous une autre ère, on voyait un peu ça comme un mouvement sectaire. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent différemment au cœur même du parti? Bien, c'est vrai qu'à l'époque de Richard Bergeron, c'était justement, il y avait plus une façon d'être à Projet Montréal, un profil, disons-le comme ça. Alors que moi, en arrivant comme chef, j'ai voulu diversifier. J'ai réussi à faire, en fait, ce que Richard Bergeron n'a jamais réussi à faire, aller chercher les élus de d'autres partis. Je suis allée chercher 3 nouveaux élus, dont 2 maires d'arrondissement, un du Sud-Ouest, puis un de l'Île-Bizarre, puis une conseillère également dans la Chine. Donc, j'ai cette capacité à rassembler. OK. S'il y avait un seul élément de votre plateforme que la communauté d'Urbania devait impérativement connaître, ce serait lequel? La ligne rose! Ah, ben, cette ligne-là! Est-ce que quelqu'un la connaît pas à ce moment-ci? Ça me dit quelque chose! Oui. Mais c'est vrai que c'est parce que c'est un engagement fort qui montre bien la vision que j'ai pour Montréal. Et parce que je trouvais ça important. Une campagne électorale, c'est pas juste faire des éléments à la pièce, il faut avoir une vision. Moi, je dis souvent, OK, on avait besoin d'une transition après Applebaum, après Tremblay. Je pense que là, on va laisser la transition de côté. On s'en va vers la vision, puis moi, je veux de la mobilité. Tant pour les gens qui sont pris dans le trafic, les gens qui veulent prendre l'autobus, qui voudraient prendre le métro, qui veulent se déplacer à pied, en vélo. On partage tout le même réseau, fait qu'il faut qu'on trouve des solutions. Puis la ligne rose ceux qui disent que c'est du vent, la ligne rose, que c'est un projet complètement improbable, qu'est-ce que vous répondez? Bien, je leur répondrais que dans les années 60, on s'est dit, tiens, on va se doter d'un système de métro à Montréal. Puis probablement qu'ils se sont fait dire que c'était fou puis que c'était ambitieux. Mais c'est ce qui a permis à la Ville de Montréal de devenir une métropole internationale et puis de faire venir des gens de partout. Donc, je suis tout à fait confortable avec l'étiquette parce que, selon moi, c'est ce qui va mener à réaliser ce genre de projet-là pour les prochaines années. Vous voulez être la mairesse de la mobilité, mais au-delà de la ligne rose, moi, il y a un enjeu qui me titille. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler la guerre entre les automobilistes puis les cyclistes à Montréal? Ben oui, c'est une bonne question parce que pour l'instant, souvent il y a de la chicane parce que tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu ou je dirais de pouvoir circuler. On souhaite mettre en place des mesures concrètes pour soutenir plus de fluidité au niveau des routes, au niveau du trafic, la congestion. Grâce à des aménagements? Bien, des aménagements, mais surtout une meilleure gestion des chantiers parce que pour l'instant, tout le monde s'entend pour dire des chantiers, c'est nécessaire. On peut-tu avoir de la coordination? On peut-tu, s'il vous plaît, parce que les chantiers, justement, c'est pas juste, ça affecte les automobilistes et les cyclistes. Tout le monde est de mauvaise humeur, tout le monde est agressif. Puis finalement, ça devient pénible pour tout le monde. Donc, nous, on a décidé de mettre des grandes mesures comme la ligne rose pour trouver des solutions durables à long terme. Mais dans le court terme, oui, des aménagements cyclistes sécuritaires, sécurisés pour que les automobilistes comprennent bien ce qui se passe, que les vélos ne se sentent pas obligés d'aller faire du slalom entre les voitures. Puis de faire une meilleure gestion des chantiers pour que tout le monde y trouve son compte sur la route. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication. Je veux dire qu'il y a 2 clans puis qu'il n'y a pas un aménagement qui va faire que je vais me sentir en sécurité sur les routes de Montréal. Bien, c'est un ensemble de mesures qui doivent être mises en place. Mais en général, avec les gens avec qui on parle, tout le monde s'entend pour dire que s'il y avait une meilleure cohabitation plus claire, une meilleure communication, un meilleur aménagement, déjà, ça enlèverait de la pression.
en termes de fluidité, mais aussi de la, comment je dirais, donc, du ressentiment envers l'autre usager de la route. Moi, je suis une cycliste. Ces temps-ci, je me prends pas mal en voiture et je comprends les frustrations des deux côtés. Oui, complètement. Je vous l'accorde. On continue à parler de Montréal. On n'a plus le droit de boire dans les parcs à moins d'avoir un repas consistant et pas juste une collation. Pas juste des petites carottes. Les petits bars ferment parce qu'on fait trop de bruit. Les salles de spectacle ont de la difficulté avec le voisinage. Y a-t-il encore moyen de faire le party à Montréal ailleurs qu'à la place des festivals? C'est une bonne question. Oui. Oui? Oui, mais nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, Projet Montréal, c'est une charte de la vie nocturne, entre autres. Oh! Oui, c'est une façon... C'est donc bien un beau mot. C'est beau, La charte de la vie nocturne. Oui, bien, nous, on aime ça regarder ce qui se fait ailleurs, puis dans d'autres grandes capitales, il existe même un maire ou une mairesse de la vie nocturne. Nous, on va... Oui. C'est-à-dire, c'est comme une... Est-ce que le poste est ouvert? Oui, c'est ça! Qu'est-ce que ça prend pour être mairesse de la vie nocturne? Bien, qui sait, peut-être qu'on pourrait proposer dans notre... Mais c'est quoi la charte? Donc, la charte, c'est une façon de... Parce que pour l'instant, les intérêts de tous et chacun, parce qu'évidemment, les citoyens veulent pouvoir dormir la nuit, mais ceux qui ont des bars et des business, ils veulent pouvoir faire des affaires. Puis ceux qui ont le goût de faire la fête, bien, ils disent « Coudon, où est-ce qu'on fait le party à Montréal? » Donc, mais chacun a ses demandes, il n'y a personne qui se parle ensemble. Donc, c'est vraiment de regarder les différents acteurs, travailler avec le SPVM, travailler avec l'Association des bars, avec les sociétés de développement commercial, avec les associations riveraines, pour en arriver à avoir une compréhension de c'est quoi les bons comportements de nuit, comment on fait pour être des alliés, plutôt que de toujours être en chicane. Parlons de Denis Coderre. Qu'est-ce que vous admirez chez votre adversaire? C'est un batailleur. Il est. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on partage. On n'a pas la même façon peut-être de mettre les gants de boxe, mais quelque chose qu'on partage. Parce que j'ai beau ne pas être d'accord avec son style ou certaines décisions, mais c'est un homme qui a quand même roulé sa bosse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mieux pour Montréal? Le projet ou l'élément avec lequel je suis la plus confortable, c'est le bureau de l'inspecteur général. Bon, on a appris ce matin que c'était loin d'être tout réglé. Pour mettre les gens en contexte, on a appris que la majorité des décideurs dans le milieu de la construction sont les mêmes finalement qu'avant la commission Charbonneau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en amont. Qu'est-ce qui doit être là pour s'assurer que le moins possible, ça se ramasse sur le bureau de l'inspecteur général. Puis dans le cas des contrats, comme on l'a appris dans la presse ce matin, bien, c'est une bonne pratique de gestionnaire, c'est de ne pas faire de grandes ententes cadres, comme c'est devenu la pratique sous le mandat de Denis Coderre, des grandes ententes cadres. C'est un peu technique, mais dans le gros, c'est que ça facilite essentiellement des gros joueurs qui semblent être toujours les mêmes. Puis qu'est-ce que Denis Coderre a fait de pire durant son mandat? Bien, la Formule E. Oui. Bien, moi, je suis élue dans Ville-Marie. Donc, non seulement je l'ai vécu comme chef de parti, mais je l'ai également vécu comme conseillère. Mais oui. Et les citoyens me disaient, mais Madame Plante, on n'en peut plus. Et c'est ça qui a beaucoup blessé les gens, c'est de ne pas se sentir considéré, même pas de l'empathie de la part du maire qui, d'emblée, devient le maire de Ville-Marie. Donc ça a été une grosse erreur de sa part. Je pense que ça fait montrer le côté, c'est moi le boss de Bécosse, puis suivez-moi. Fait que ça, c'était une grosse erreur. Malgré cette erreur-là, la presse a décidé d'endosser la candidature de Denis Coderre. Comment vous vous êtes senti le matin où vous avez ouvert votre journal électronique pour découvrir la chose? Bien, écoutez, cet éditorial-là, on le sait, c'est l'opinion des propriétaires du journal. En même temps, c'est assez particulier parce qu'encore une fois, dans le dit éditorial, ça parlait comme quoi on avait ramené la corruption était derrière nous, la collusion. Et là, ce matin, on a en fait un article qui nous dit « Ouais, mais encore une fois, il y a des pratiques qui existent en ce moment sous l'administration Coderre qui soutient un certain entretien, là, si on veut, des grands joueurs. » Mais humainement, est-ce que ça vous a un peu déçu, fâché? Oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que je travaille fort, parce que j'ai une vision pour la ville. C'est pas parce que ça allait contre moi, là, honnêtement, mais je suis pas particulièrement chaude. J'ai jamais beaucoup lu, moi, ces éditoriaux-là en période électorale, parce que je considère que les journalistes font leur travail, les citoyens ont différentes plateformes pour s'informer. Donc, tout est là. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir
des propriétaires de journaux qui se prononcent sur la question. Puis honnêtement, je pense que là où ça m'a blessée, c'est que, parce que oui, ça m'a un peu blessée, c'est que au cours de la campagne électorale, mon adversaire a choisi de ne pas participer à 9 débats. Ouais. Et pour moi, ça, c'est la base de la démocratie, de donner l'opportunité aux gens de se faire leur idée. Si, admettons, toutes les conditions avaient été remplies, là, M. Coderre, il vient dans les débats, on donne notre opinion, on se prononce, puis qu'après ça, il y a l'éditorial. Bon. Mais là, je trouve que ce n'est pas, je sais bien que c'est pas nécessairement la responsabilité de la presse, mais il en demeure pas moins que je trouve que ça donne un 2 poids, 2 mesures. Je comprends. Montréal n'a jamais eu de mairesse. Ouais. Est-ce que vous êtes pour les quotas en politique? Somme toute, oui. Ouais. C'est pas quelque chose que je prendrais une décision en disant c'est le même que ça va se passer. Mais on le sait depuis des années. Il y a différents groupes, propositions qui sont faites, tant au niveau provincial, municipal et fédéral, pour encourager la participation des femmes. Puis force est d'admettre qu'on arrive difficilement à briser le plafond de verre. Donc, à un moment donné, je me dis, peut-être qu'on serait dû pour des quotas. Là. Il y en a plein de femmes compétentes pour faire ce rôle-là. Et moi-même, en étant maintenant chef de parti, je vois l'influence que j'ai, la plus grande facilité qu'on a eue à aller recruter des femmes pour le municipal. Nous, on a une parité absolue dans tous les postes. Oui, c'est super important dans votre campagne. Dans tous les postes aussi, parce que comme souvent, les femmes vont venir en politique, mais elles vont prendre des rôles moins des demi-tâches, des demi-salaires, puis des demi-pouvoirs. Nous, on a même moitié-moitié de maires et mairesses d'arrondissement. On n'a jamais vu ça. Pour donner un exemple, présentement, sur 19 arrondissements, il y a seulement 5 femmes élues. Donc, nous, on a décidé que pour les élections, il allait y avoir moitié-moitié dans tous les types de postes. Donc, le fait d'être une femme, je le vois, la capacité à attirer d'autres femmes, où est-ce qu'elles se disent « Ah, elle peut le faire, moi aussi. » Oui, c'est la nécessité d'avoir des modèles. Et de là, l'importance d'avoir des femmes en politique, la parité, mais aussi plus de diversité. Pour terminer, vous avez étudié en anthropologie. Oui. Votre côté anthropologue décrirait de quelle façon le Montréalais ou la Montréalaise? Oh boy! Parce que chez Urbania, on aime dire là, qu'on est des anthropologues du dimanche. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. OK. La Montréalaise ou le Montréalais, c'est quelqu'un de relax, je dirais, tu sais, qui apprécie le côté urbain, mais qui est très attaché à son aspect plus échelle humaine, plus petit. Oui, à son quartier. Oui, à son quartier. Là. C'est très, très important. Mais même l'idée que la ville ne soit pas trop grande, il est très attaché à son brunch du dimanche, clairement. Les gens sont contents quand il y a des activités. C'est des personnes qui apprécient les activités que la ville leur offre, que ce soit la bibliothèque, la maison de la culture, les fêtes dans les parcs, et qui aiment ça. Moi, ça me fascine toujours tout le temps de voir autant de monde dans des petites fêtes ou des grandes fêtes de parc. On aime fêter. Oui, on est bons vivants. Visiblement, on est bons vivants. On aime les barbecues dans le parc. Mon Dieu, c'est trop, là? Je suis en train de... Non, juste ça. Fait qu'on est des bons vivants, qu'il y a le barbecue dans le parc. Tant qu'on aimerait ça encore, comme pouvoir prendre notre apéro en jouant à la pétanque dans le parc sans nécessairement se faire cuire comme un gigot. C'était mon message éditorial. Merci beaucoup. Il est entendu. Très bien. Merci beaucoup, Valérie Plante. Je vous souhaite un heureux 5 novembre et bonne continuation pour la fin de campagne.